Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant au Bénin, Maître Alexandrine Saïzonou vole au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants. Ce 20 novembre est également dédié à la prévention de l'herpès, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Plus de détails sur ce virus qui touche des millions de personnes dans le monde. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone même si on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. Ce 20 novembre, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Une journée décrétée par les Nations Unies pour permettre aux États de réfléchir sur les problèmes liés au développement industriel durable. Une occasion d'évaluer les stratégies mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs qui visent à faire des Africains des partenaires égaux dans ce secteur. C'est aussi pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique. Il y a 22 ans, jour pour jour, que la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour marquer l'événement, le 20 novembre a été décrété Journée internationale des droits de l'enfant. Alessandra Diotan nous amène à la rencontre de Maître Alexandrine Saïzonou, avocate béninoise. Elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995 et identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'Antopa en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Et quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains.
Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Ce 20 novembre, on célèbre aussi la journée mondiale de lutte contre l'herpès, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Heureusement, en cas de contagion, des traitements existent, mais on peut également la prévenir. Selon les statistiques de l'OMS, près de 500 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'herpès génital. Cynthia Wesso, Patrick Adjakoudjou. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage. Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence, la portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est? Entre avantages et non-dits, comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Louis Koudogbo et Ulvaeus Balogun nous en parlent à travers ce reportage. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes.
vous avez votre nouvelle carte SIM. Et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM. Donc nous avons le internet, nous avons le appel, nous avons SIM télé, nous avons SIM de commun. On fait des réseaux de nos réseaux. On réseau de réseau de Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix, et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée dans le secteur du bâtiment. Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous, on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins, ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entreroues de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTV, www.ortv.pj.